Bien, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette première conférence, cette première visioconférence. Et ce soir, nous allons aborder le problème de la crise sanitaire. Et pour parler de ça, nous avons invité Jean-François Petit. Merci de... On l'a invité chez lui, en fait. Voilà, c'est ça. Et pour un livre qu'il a écrit, que je vous montre, ils furent pris d'une grande frayeur. Ce livre est préfacé par Cathy Leblanc, professeure de philosophie à Lille. Et le sous-titre est « Chronique d'un monde qui était, qui est et qui vient ». La première remarque que je voulais faire, c'est à propos de ce sous-titre. On a les activités de notre micro. Le monde était, le monde qui était, qui est et qui vient, ça veut dire qu'on garde la temporalité, passé, présent, futur, et donc il n'y a pas ce qu'on entend souvent aujourd'hui, le monde d'avant et le monde d'après, comme si on passait directement de l'un à l'autre. Et cette fameuse expression « rien ne sera plus comme avant ». Voilà. Donc là, on reste dans la temporalité connue. Alors ce livre est composé de chroniques qui font entre 3-4 pages chacune, et chaque chronique est datée et numérotée. Je vais tout de suite aller vers la fin du livre, à la page 231, pour une chronique qui a pour titre « Pour un retour résolu au principe de précaution ». Et là, je découvre une chose intéressante. Premièrement, une critique politique de la crise sanitaire. Et ça, je crois qu'il faudra en faire une un jour. En tout cas, ici, elle est présente. Et j'apprends qu'il y a une loi Barnier sur l'environnement qui a une définition de ce principe de précaution qui est basé sur des textes comme Hans Jonas en particulier, et qu'il y a également des écoles du principe de précaution. Je vous en cite trois, l'école catastrophiste, prudentielle, dialogique, avec des auteurs de référence comme Jean-Pierre Dupuy, Geneviève Vinet, Philippe Kourilski. On a un peu l'impression aujourd'hui que nos gouvernants ne connaissent pas toutes ces choses-là, alors que ça existe. Et puis, à la page 208, je relève quelques expressions, en particulier une expression qui vient de Hannah Arendt, les complicités provisoires, et Jean-François utilise cette expression pour parler des complicités entre communicants, politiques et scientifiques qui nourrissent des thèses complotistes. Parce que très souvent, dans les médias, on a un peu l'impression que oui, on est en plein dans les thèses complotistes. Et je vais essayer, je tente la chose suivante, c'est d'essayer de regrouper toutes ces chroniques sous une seule problématique. Et pour ça, je vais à la page 177 pour une chronique qui a pour titre « Dietrich Bonhoeffer, une théologie pour tant de crises ». Bonhoeffer est un pasteur protestant qui a terminé sa vie dans un camp de la mort et qui était considéré vraiment comme un très très grand théologien. Et Bonhoeffer nous invite à assumer notre situation et acceptons et je cite, « nous ne pouvons être honnêtes sans reconnaître qu'il nous faut vivre dans le monde comme si Dieu n'était pas. Nous vivons tous comme si Dieu n'était pas, c'est-à-dire un Dieu qui n'est pas un Dieu bouche-trou. » Alors Bonhoeffer rejette la religion
et défend la foi. Bon, on est dans la logique de saint Paul. Et il ajoute, en devenant majeur, nous sommes amenés à reconnaître de façon plus vraie notre situation devant Dieu. Alors cette idée d'être comme si Dieu n'était pas, je dirais, c'est ce qui peut arriver, par exemple, si pendant une messe, le feu, l'église prend feu, par exemple. Bon, à ce moment-là, on arrête la prière et on appelle les pompiers. Donc là, je voulais savoir si toutes ces chroniques pouvaient se regrouper sous cette idée-là, c'est-à-dire que en ce moment, on est en temps de crise. Et donc je trouve très intéressant de faire appel à un théologien de la crise, ça c'est la première chose. Et qu'est-ce que tu penses de cette idée de regrouper toutes ces chroniques sous cette problématique? Ça a d'abord été une des premières chroniques, parce que pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, et pour aussi les autres aussi, je vous rappelle que ça a d'abord été l'objet d'une chronique régulière que j'ai fait pour le site de ma paroisse en plein Paris, et puis pour les amis laïcs de l'Alliance Assomptionniste. Et tout de suite, c'est ce que tu cites, c'est la chronique numéro 6 du 21 mars, sachant que le début de l'épidémie et le confinement, le début de l'épidémie on ne sait pas trop, mais enfin le confinement a commencé le 15 mars, donc assez vite, j'ai pensé qu'un théologien de temps de crise, comme Dietrich Bonhoeffer, était tout à fait indiqué pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et vous verrez, ceux qui n'ont pas encore mis le nez trop dans ces chroniques, qu'il y a un peu un fil continu sur cette problématique. Voilà, moi c'est ce que j'avais à peu près, l'essentiel que j'avais relevé. Merci Claude d'introduire cette soirée qui est tout à fait nouvelle pour nous. Certains d'entre vous connaissent l'Académie catholique du Val-de-Seine. Nous avons l'habitude de nous réunir à Athis-Mons chez les frères des écoles chrétiennes pour des soirées publiques de conférences avec des auteurs, avec des théologiens, avec des philosophes. Les circonstances nous ont amenés à prendre une autre orientation pour faire en sorte que notre projet puisse aussi continuer de vivre. Alors, le bienfait de cette situation, c'est que des gens qui ne nous auraient pas suivis, avec lesquels nous n'aurions pas pu rentrer en interlocution, nous rejoignent maintenant. Et on peut dire que l'audience de l'Académie catholique du Val-de-Seine est en train de devenir beaucoup plus large, internationale, disons ça comme ça. Donc l'Académie catholique a été fondée il y a plus de 5 ans. Elle fait un colloque annuel régulier au monastère des Bénédictines de Vaux-Allan, qui donne lieu, c'est la minute publicitaire, à un gros volume, chaque fois sur un thème. Un des derniers colloques portait sur théologie et littérature. Voilà, donc ça nous permet de réunir et d'organiser une réflexion un peu conséquente sur un ensemble de 2-3 jours, dans une ambiance très conviviale, fraternelle et surtout priante. Nous avons tous les ans une journée académique qui est sur un thème donné, par exemple sur la question des pèlerinages. Nous l'avons fait il n'y a pas si longtemps que ça à Lompont-sur-Orge, qui est un site de pèlerinage du diocèse ici d'Évry, dans lequel nous sommes. C'est la dimension aussi ecclésiale et diocésaine que nous voulons affirmer. Et puis, nous avons effectivement aussi un travail un peu en 2 temps. Il y a bien sûr des conférences publiques, mais il y a le travail d'un petit groupe qu'on a appelé corps académique, qui présente aussi des problématiques, des recherches, qui se réunissent généralement avant les conférences publiques. Voilà, donc je resitue un peu ce cadre-là, sans oublier que plusieurs membres ont déjà... Et c'est pour ça que ce soir, vous avez la présence du Père Julian, engagé des coopérations internationales, puisque à Bucarest, avec le Père Julian, nous avons déjà organisé un colloque, nous avons pris en charge aussi l'animation de ce centre à Bucarest, qui est un centre œcuménique et qui a une belle mission en Europe centrale et orientale. Nous avons, avec ma collègue Cathy Leblanc, fait il n'y a pas très longtemps, une conférence sur Olivier Clément, le théologien orthodoxe Olivier Clément. Voilà, donc ça vous donne un peu un panorama
de ce que l'on fait, mais je vais rentrer dans le vif du sujet en n'étant pas trop long. L'objectif, c'est de ne pas faire une grande conférence ce soir, c'est plutôt de procéder à une sorte de relecture de cet ouvrage, plus de 6 mois après sa publication, un peu pour nous demander où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et puis après, Claude, nous en avons convenu ensemble, donnera la parole à plusieurs d'entre vous, Vincent, Michel, Cathy, si vous le souhaitez, et puis on pourra avoir une discussion générale pour clore notre soirée. Voilà. Donc je dis tout de suite que, pour aussi situer le propos, bon, je parle ici avec les frères de ma communauté de Juvisy-sur-Orge. Ils m'ont beaucoup soutenu dans ce projet, comme les laïcs de l'Alliance. C'est l'occasion pour moi de les remercier, parce que, effectivement, c'est une très forte astreinte de produire une chronique tous les jours. Ça m'a demandé énormément de travail, et le matin et l'après-midi, pour que ça soit publié le lendemain. Ceux qui ont suivi tous les jours le savent. Ces chroniques ont eu une assez forte audience. On a pu voir qu'elles étaient suivies par plus de 2000 personnes. Bon, ça a permis aussi aux gens, c'était mon objectif, de garder un lien dans cette phase complètement inédite de ce premier confinement. L'objectif, c'était bien ça, de garder un lien, puis de soutenir aussi les personnes dans leur activité, leur responsabilité, rompre la solitude et donner aussi des clés de compréhension, y compris spirituelles, sur ce qui était en train de nous arriver, que nous n'avions, en tout cas beaucoup, pas du tout prévu ni anticipé. Bon. Alors, voilà, si j'ai fait ces chroniques, c'était aussi dans un objectif précis, c'était celui de libérer la parole. Libérer la parole, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Le dernier livre que j'ai fait porte sur Michel de Certeau, le jésuite Michel de Certeau, et un de ses grands textes s'appelle « La prise de parole ». C'était au moment de mai 68. Et donc on a aussi eu, et certains d'entre vous en sont témoins, de beaux débats suite à la publication de ce livre dans différents endroits. J'étais très marqué, certains d'entre vous y étaient, à Saint-Jean-de-Bassel, puisque nous avions organisé avec des laïcs des vacances dans l'est de la France, où une personne qui avait été très gravement malade, un prêtre justement, a donné un témoignage de la façon dont il avait vécu sa maladie. Sa mère est morte pendant l'épidémie, et la façon dont il était amené maintenant à annoncer la résurrection. Voilà, donc je pense qu'on a tous été bouleversés, et je pense que nous n'avons pas fini encore de tirer les leçons. J'ai fait une dizaine de conférences publiques, notamment dans des conditions aussi un peu difficiles dans certains endroits, avec des personnes avec masque, notamment dans la Vendée, avec une centaine de personnes, et avec aussi, dans certains cas, des retours assez touchants de gens qui m'ont confié ce qu'elles avaient vécu. Le titre n'est pas de moi, mais de mon éditeur, et je pense que si vous êtes un petit peu bibliste, vous savez qu'ils furent pris d'une grande frayeur. C'est une phrase que l'on trouve dans l'Évangile. Mais je rappelle simplement les 5 segments de ce livre. Premier segment, ça vous donne un peu la structure du livre pour qu'on puisse aller plus vite aussi vers des questions qui peuvent être débattues. Le choc de l'épidémie. Oui, je pense que ça a été un véritable choc pour nous tous. Et il a fallu assumer ce choc et ce bouleversement complet dans nos existences, voire même la perte, le deuil. Deuxième axe du livre, l'invention d'un quotidien. Il a fallu réapprendre beaucoup de choses, à être ensemble, à partager les temps de travail et les temps de loisirs, à enseigner. Il y a plusieurs enseignants qui nous suivent là de façon différente, à organiser son temps dans un confinement, à aussi voir quelles étaient les directives auxquelles nous devrions être soumis, etc., etc. L'invention d'un quotidien.
troisième temps, la question du politique. Plusieurs chroniques ont porté directement sur la gestion politique de l'épidémie. Avec, je pense vous l'avez senti aussi, une question très difficile, comment orienter l'ensemble de la société, quelles étaient les mesures à prendre. J'ai suivi beaucoup de débats parlementaires en direct pendant ce temps pour voir comment un certain nombre de décisions étaient prises, sur quelle base, avec aussi une interaction entre les autorités sanitaires et puis les autorités politiques. Bon, un jeu qui n'est pas fini, notamment avec le comité d'experts présidé par le professeur Delfrécy. Une grande interrogation a été pour moi l'attitude des croyants dans l'épidémie, c'est la 4e section, puisque pendant ce premier confinement, nous avons été dans la période du carême pour les chrétiens, avec aussi les jours de Pâques, donc, ce qui a donné une tonalité tout à fait particulière, unique au Tridium pascal, rappelez-vous, nous sommes vraiment passés par le feu. Et je dois dire, la première chronique avait commencé comme ça, quand le 15 mars, j'ai fermé les portes de l'église avec le curé en plein centre de Paris, nous nous sommes demandé, sérieusement, si nous nous reverrions un jour. Et l'église est restée fermée aussi pendant des semaines. Bon. Et je suis intervenu dans le débat public, aussi pour la réouverture des lieux de culte, une position qui m'a été contestée, qui heureusement a fini par être appliquée, mais une position sans doute difficile quand on sait que d'autres catégories socio-professionnelles, les restaurateurs, les gens du spectacle, sont encore des personnes dont les activités sont suspendues. Voilà, donc la question des croyances, y compris d'ailleurs pour nos frères musulmans, qui ont vécu le ramadan, eux, de leur côté, de façon totalement inédite, aussi, parce que le ramadan, c'est aussi ce temps de partage, ce temps de prière qu'il a fallu vivre au sein des cellules familiales, et non plus dans une dimension communautaire telle qu'elle était généralement vécue. Bon, voilà, donc l'attitude des croyants a été vraiment très très intéressante, et puis j'ai envie de dire des croyants au sens large, parce que nos convictions fondamentales, nos ressources aussi spirituelles ont été non seulement invoquées, mais elles ont été aussi éprouvées. La dernière section, je l'ai intitulée « Des ressources pour penser », où là j'ai fait un peu l'inventaire de quelques auteurs qui me semblent être possibles, des relectures qui semblent aussi vraiment bienvenues. Par exemple, pendant le confinement, on n'a jamais autant lu Camus, La peste de Camus. Et Camus est vraiment un auteur pour notre temps. Un de mes étudiants vient de soutenir sa thèse sur Camus là, au mois de décembre. Il est maintenant en Colombie. Et tout le monde a redécouvert l'importance de Camus. Bon, autre auteur, j'ai cité Edgar Morin, le sociologue Edgar Morin. Voilà, quelqu'un qui a essayé d'inventer une nouvelle méthode, une nouvelle façon d'être aussi. Ensuite, des gens comme Julia Kristeva, voilà, la psychanalyste. Chacun a pu mettre aussi à profit ce temps pour redécouvrir des ressources fondamentales. Et la dernière section, la vraie dernière section, s'intitule « La reconstruction du monde », où on a vu réapparaître aussi dans le débat public des thèses qu'on pouvait peut-être avant suivre de façon plus marginale ou de façon moins claire. Par exemple, cette question d'une allocation universelle, pour éviter que des personnes sombrent dans la misère. J'étais très attentif à des catégories de population, certains d'entre vous le savent, les prisonniers, les gens de la rue, les prostituées, qui ont éprouvé assez durement ce choc. Je vais dire qu'à la relecture, je me suis peut-être moins intéressé aux gens qui basculaient dans la pauvreté, ça c'est sûr, mais il y a quand même eu un certain nombre de thèmes qui me semblent très utiles et sur lesquels il faudrait qu'on puisse continuer de discuter. Le thème du prendre soin, les amis laïcs de l'Alliance le savent,
prendre soin les uns des autres, hein, les fameuses problématiques du care, qu'on trouve aussi à leur façon hein, dans l'Évangile, ont vraiment refait surface, alors que c'est un débat qui est engagé depuis une dizaine d'années, qui a même été dans des programmes politiques. Et puis, une question qui est beaucoup plus classique pour nous, hein, les chemins de la fraternité, plus classique pour nous chrétiens. Et il se trouve que, bon, voilà, une des dernières orientations du pape François accentue hein, cette recherche hein, d'une fraternité. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu de ce que j'avais voulu faire. Hein, je pense que finalement, à la relecture, un certain nombre de choses se tiennent. Mais je voudrais faire un pas supplémentaire ce soir hein, pour aussi animer le débat qu'on peut avoir. Et puis donner aussi quelques directions de recherche. Alors rassurez-vous, il n'y en aura que 10. Hein. Et en fait, j'ai intitulé ça « 10 thèses sur l'épidémie ». Elles sont brèves, hein. Elles sont, je pense, aussi nécessaires hein, pour qu'on puisse, aussi dans le flot des informations, dans le magma hein, de ce qui peut, dans certains cas aussi, nous déstabiliser, hein, voir où est l'essentiel. Première de ces thèses, hein, les thèses numérotées, hein, c'est comme au temps de la bonne vieille théologie. Hein. Première de ces thèses, le confinement s'est présenté comme une nécessité historique. Nécessité historique, c'est-à-dire que nous n'avions pas trop le choix, sauf à prendre des risques trop forts par rapport au bien-être, à la santé publique, par rapport à, si vous voulez, au sens du bien commun. Pour répondre à une menace bactériologique hein, qui était sans précédent. On n'a jamais eu hein, quelque chose de cette ampleur avec une telle intensité. Donc, la nature, l'étendue et l'intensité de cette menace, hein, qui ont peut-être emporté des gens de votre famille, hein, plusieurs ascensionnistes sont malheureusement décédés pendant cette période, hein, ont été inédites. Mais je pense aussi, et ça a un peu le contrepoint sur lequel j'aimerais aussi entendre peut-être par la suite votre opinion, on a pu être aussi surpris hein, de la facilité, voire même peut-être, je vais être un peu provocateur, hein, de la docilité avec laquelle nous avons consenti les uns les autres à cette nouvelle normativité. Hein, ce que j'appelle une nouvelle normativité, c'est une nouvelle façon hein, de nous organiser. Hein, d'ailleurs, ce soir, certains d'entre nous ici ont franchi les barrières de la légalité pour venir nous rejoindre. Le confinement fait qu'on doit être chez soi à 18h. Bon, eh bien, certains n'avaient pas de dérogation, me semble-t-il, pour cette séance. Il n'y avait pas de personnes vulnérables chez les assomptionnistes. Bon. Deuxième point. En fait, ce qui s'est présenté à nous, s'est présenté de façon très élaborée et assez savamment construit. Rappelez-vous, hein, et c'est pas fini, on voyait le professeur Intel, hein, bon. Et on a découvert aussi au fur et à mesure hein, que ce qui était savamment construit était en fait l'objet hein, de beaucoup d'interprétations totalement divergentes, alors qu'on pensait hein, que la science était unie. Bon, enfin, on avait du moins hein, ce sentiment que la science est quelque chose quand même qui donne une unité. Bon, en France, on a eu un trublion hein, qui s'appelle le professeur Raoult, et qui a souvent rué dans les brancards, et peut-être que ça aussi, ça nous a fait du bien. Bon. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que nous avons échappé de peu à ce que je vais qualifier, non sans raison, de naufrage collectif. Rappelez-vous, il suffit d'évoquer cette affaire de masques, et la terreur qui a été aussi celle, et les polémiques qui ont été celles autour du masque, pour nous redire que l'impression qui domine, eh bien, c'est quand même l'impression hein, d'un pilotage à vue, hein, avec des angles morts dans les approches, hein, et ces angles morts, je vais les citer pour ne pas donner l'impression de faire une critique politique ou antigouvernementale, ce qui n'est pas du tout mon propos.
un angle mort, par exemple, sur la question de la solitude. Les effets de la solitude ont été peut-être plus ravageurs, et certains d'entre vous qui sont soignants dans notre public pourront le dire mieux que moi, ont été plus ravageurs dans un certain nombre de structures, maisons de retraite et autres que véritablement l'épidémie. Donc, autre angle mort, l'arrêt des activités économiques. Et on voit bien que les dispositifs se sont aménagés pour qu'on ne casse pas l'appareil économique dans cette phase qui est la nôtre aujourd'hui. Or, dans la première phase, effectivement, on a senti que les gens étaient en train de sombrer. Bon. Et puis, plus généralement aussi, je dois dire que on a eu du mal collectivement, je n'incrimine personne, de la difficulté à se représenter l'effort qui nous était demandé. Oui, à quoi bon ça sert, etc., etc. Donc, dans un pays comme le nôtre, qui est un pays de tradition libérale, mais quand même aussi avec de la réglementation, on a bien compris qu'il fallait aussi, certainement, serrer fortement la vis. Or, aujourd'hui, le débat n'est absolument pas fini, puisque vous savez très bien, la question qui agite aussi nos responsables politiques, c'est que si on reconfinait dans la même modalité que la première fois, nous risquons d'avoir des phénomènes d'insurrection. C'est clair, vous avez regardé ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Bon. Voilà. Donc, deuxième point. Troisième point, cette réalité de l'épidémie se comprend aussi comme une collection, je vais dire ça comme ça, de récits, de faits, de normes. Les récits, chacun a pu raconter la chose, et là, Ricoeur serait vraiment très très heureux, le philosophe Paul Ricoeur, dans ce débat, de faits qui n'étaient pas tous objectivés, de normes multiples, et parfois très contradictoires, ne serait-ce que pour les célébrations dans l'Église catholique, de pratiques où chacun a dû bricoler à sa façon, comme aurait dit Michel de Certeau, pratiques parfois correctement agencées, parfois dans le chaos le plus complet. La gestion et l'organisation a été très chaotique à certains moments, il faut le reconnaître. Bon. Les faits, on est la constitution d'une vision du monde assez neuve pour la plupart d'entre nous. Par exemple, personne d'entre nous ne pensait que nous allions vivre avec le masque de façon aussi conséquente. Mais ce n'est pas simplement l'affaire du masque, c'est une vision du monde. Les rapports sociaux qui ont beaucoup changé. Ça nous a demandé un effort d'adaptation, voire même de changement et de réorientation en profondeur. Par exemple, des personnes sont parties pendant le confinement s'installer définitivement en province, ont quitté les grandes villes pour avoir un mode de vie qui correspondait mieux à leur aspiration profonde. Voilà. Bon, alors ça, c'est un aspect, mais je pense qu'il a d'abord fallu s'organiser pour contenir la virulence de l'épidémie. Bon, moi qui suis originaire d'un petit village du fin fond de la campagne, c'est l'auto-organisation des gens qui les a sauvés. C'est parce que la couturière dans le village a réussi avec le maire à mobiliser des gens pour faire des masques, au moment où dans d'autres endroits on était obligé d'aller dans des zones difficiles avec des sacs poubelles, qui les a protégés. Donc une des leçons de l'épidémie, c'est quand même l'auto-organisation. Sans aussi, et ça il faut se le redire aujourd'hui, que nous soit garantie la promesse d'une victoire définitive sur le virus. Ce que les gens n'ont pas encore tous réalisé, c'est-à-dire qu'on peut multiplier les campagnes de vaccination, et c'est vrai qu'on a fait des vaccins dans un temps record. Il faut généralement 8 à 10 ans pour faire un vaccin. Là, on a fait en un an. Bon. Et on voit très bien que même si on vaccine fortement, la victoire définitive sur cette épidémie n'est absolument pas acquise au moment où je vous parle. Quatrième point. Il s'agissait bien effectivement d'une guerre. Le terme a été employé par le président de la République en France, mais cette guerre, ce terme lui a été reproché d'ailleurs,
Parce que quand on emploie des termes comme ça, on s'oriente vers une perspective plutôt autoritaire et un peu aux antipodes de notre conception de notre ethos démocratique. Et il est souhaitable de modifier cette représentation. Parce que qui dit guerre dit volonté d'éradication, d'élimination de l'épidémie. Alors qu'en fait, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est que nous avons peut-être à apprendre à vivre avec. Donc il s'agit de mieux comprendre des flux, des nœuds, des réseaux, hein, et pas simplement se concentrer dans le domaine uniquement sanitaire, hein, ce qui serait une erreur. Parce que, en fait, notre condition, que je vais appeler un peu pompeusement notre condition sociale historique, hein, il faut apprendre à la symboliser autrement. La symbolisation de l'existence, hein, nous ne sommes pas simplement des êtres rationnels, nous sommes aussi portés par les symboles, il faut apprendre à les renégocier, et pas simplement dans des liturgies. Bien entendu, la symbolisation de l'existence touche la totalité de notre existence, et pas simplement des actes de culte. 5e point. En fait, ce qu'on a constaté, c'est aussi une relative inadéquation, pour ne pas dire une relative inconsistance, des lieux de production, des analyses et d'effectuation des décisions. Moi, j'ai tout de suite perçu qu'il y avait sans doute un problème dans le comité de pilotage mis en place par le président de la République, parce que la dimension des sciences humaines était très très faible par rapport à des super pros des épidémies, de la bactériologie. La dimension de santé publique et des effets psychosociaux était largement sous-estimée au début. Or, quels étaient les seuls critères? C'était l'embouteillage dans les réanimations, disons ça comme ça pour faire simple, pour me faire comprendre, avec des gestions liées à des baromètres qu'on pouvait aussi critiquer, qui n'étaient pas simplement, bien sûr, qui étaient là pour nous aider, mais qui pouvaient être aussi, à mon avis, améliorés. Donc en fait, cette relative inconsistance et cette difficulté aussi à prendre en charge ce qui aurait dû l'être, et là, je pense qu'en termes de santé publique et de prévention, on a beaucoup d'efforts à faire, a eu des conséquences. A eu des conséquences sur notamment les plus vulnérables de la société, sur la façon dont nous essayons de vivre ce que j'appellerais notre devoir d'humanité. Et on voit bien qu'un certain nombre de stratégies ont été mises en difficulté, pour ne pas dire ont été des échecs. Exemple, la stratégie de dépistage généralisé. On constate nous-mêmes en France que nous n'étions pas prêts, que nous n'avons pas peut-être pris les moyens insuffisants pour mettre en œuvre cette stratégie de dépistage. Aujourd'hui, en discutant avec des médecins, je me rends compte tout à fait que cette idée d'une vaccination à grande échelle est un leurre. Il nous faudra des mois et des mois pour vacciner tout le monde. Et nous sommes dans des zones d'ombre. En discutant avec le médecin de mon village, je donne simplement cet exemple pour me faire comprendre, nous savons que sur son territoire, il a à peu près 1500 patients. Sur ces 1500 patients, il a 300 personnes à risque. Il sera dans l'incapacité de pouvoir les vacciner. On va vacciner les personnes regroupées dans les maisons de retraite sous des modalités qui effectivement sont aussi dans certains cas des modalités discutables. Je donne un exemple pour me faire comprendre aussi. On sait très bien que dans des lieux clos, il faut éviter les mouvements. D'accord? Or, on a, pour des personnes fragiles, fait des déplacements au sein de l'établissement qui pouvaient être vecteurs de propagation du virus, au lieu de les vacciner dans leur chambre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'une norme avait été édictée. Il faut 15 minutes pour réfléchir et pour voir si l'injection ne conduit pas à des effets secondaires. Donc on préférait promener, entre guillemets, déplacer des personnes fragiles, plutôt que d'assurer leur sécurité, en fait.
Et j'espère qu'on pourra corriger ce genre de choses qui doivent, à mon avis, l'être. Voilà. Donc, stratégie de dépistage qui peut être critiquée, vaccination à grande échelle qui peut être aussi rendue difficile par les mêmes obstacles. Pourquoi? Parce qu'on est dans une gestion très pyramidale de l'épidémie, avec un schéma directeur qui est marqué par la lourdeur de l'administration française. Les directives sont prises à un niveau central, passent par les agences régionales de santé, qui veulent conserver la mainmise sur les orientations, passent par le biais d'un hôpital de référence, qui est l'hôpital central d'un département, qui lui-même donne ses directives à chacune des instances concernées, maisons de retraite, structures de soins, etc. Et ce schéma-là est difficilement remis en cause. Or, on sent bien, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par l'auto-organisation des gens, que ça a été le seul rempart au moment où on manquait de beaucoup de choses. Donc là, il y a, à mon avis, sans doute des schémas à revoir. Des personnes entières ont été exclues du schéma directeur. Les vétérinaires, rappelez-vous, les médecins de ville, rappelez-vous, les pharmaciens, dans certains cas, pour privilégier quoi? Pour privilégier peut-être une certaine efficacité, mais aussi dans ce qu'il faut bien appeler une gestion aussi de la pénurie, avec un jeu pas très clair, dans certains cas des laboratoires, etc., des agences de production des vaccins. Or, il y a vraiment un point sur lequel je pense il faut être attentif. Nous avions une commission d'enquête parlementaire sur la gestion publique de l'épidémie, qui a rendu et qui a pointé un certain nombre de difficultés, qui a rendu de bons rapports, y compris d'ailleurs mis en évidence un certain nombre de contre-vérités, j'ai envie de dire, pour être gentil, pour ne pas parler de mensonges. Mais il y a eu quand même à un certain moment des flottements. Rappelez-vous, Madame Buzyn qui quitte son ministère au moment où les choses vont vraiment mal. Rappelez-vous, la porte-parole du gouvernement qui dit les masques, c'est peut-être pas nécessaire, etc., etc. Or, je trouve quand même très regrettable, pour ne pas dire plus, que cette commission d'enquête parlementaire soit supprimée au moment même où elle aide justement à une réorganisation complète des systèmes, notamment des systèmes de santé. Sixième point, j'avance. L'ampleur de l'épidémie montre en fait qu'on est ici dans un aspect systémique. Et c'est une doctrine aussi de la systémique qui nous permet de voir les interrelations. Pour illustrer mon propos, nous sommes dans des tensions. La systémique, c'est ça, c'est la mise en place des tensions entre des priorités nationales, cocorico, pour ne pas dire des égoïsmes nationaux. La France est en échec. On pensait que l'Institut Pasteur nous sauverait. L'Institut Pasteur n'a pas trouvé à temps un vaccin. Bon, pour ne donner que cet exemple-là. Et des solidarités internationales, des coopérations transnationales qui étaient nécessaires. On a bien vu que c'était sans doute une occasion pour mieux prendre en charge cette question de la santé au niveau européen, mais avec quelle difficulté? Et ne parlons pas d'un vaccin qui serait libre et gratuit pour tout le monde, y compris pour les pays pauvres. Donc une solidarité transnationale est encore vraiment à créer. Bon. L'opposition aussi entre ce qui relève de la gestion et ce qui serait de l'ordre de la prévention, de l'anticipation. Mais si on avait un peu les yeux ouverts sur la chose, nous savions déjà, par un certain nombre de crises. Moi, je me rappelle à Saint-Jacques-de-la-Mer, un lieu où je vais régulièrement en Bretagne, que des responsables de la santé publique avaient déjà tiré la sonnette d'alarme sur l'absence vraiment de prise en compte des dégâts des pesticides agricoles. Et après, nous nous sommes retrouvés avec cette fameuse saison des algues vertes. Or, si nous ne faisons pas un effort de santé publique et de prévention, eh bien, nous sommes dans la réparation. Et c'est plus difficile, dans certains cas, de réparer. Et on sait très bien que dans certains cas, ce qui a été en question, c'est la vie même des gens. Pourquoi? Parce que nous sommes encore là aujourd'hui,
des opérations importantes ont été différées chez des patients. Et c'est plus difficile aujourd'hui de reprendre en charge ces questions-là. Malheureusement, on aimerait qu'il en soit autrement, mais on le sait bien. Bon. 7e point, le retour sur cette première phase d'épidémie montre la digitalisation croissante de notre existence. Nous sommes maintenant dans un univers numérique. La preuve, la soirée de ce soir. Notre existence personnelle et collective passe désormais par d'autres biais, d'autres prismes. Mais elle accentue aussi une fragilité. Parce qu'on peut dire, ben oui, c'est super ce soir de se retrouver chacun de chez soi. Mais nous sommes aussi devenus de plus en plus poreux, y compris à des théories les plus fumeuses. Le complotisme. On peut voir que, en fait, pendant cette épidémie, peut-être que nous avons fait un effort de rationalité, mais c'est aussi la crédulité qui a augmenté beaucoup. Et le summum de la crédulité et du fantasme, bien évidemment, il suffit d'évoquer le nom de Trump pour voir à quel dégâts ça conduit. Parce que ce n'est pas simplement quelqu'un qui raconte n'importe quoi, c'est des gens qui vont mourir, malheureusement, parce que les mauvaises orientations ont été prises. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse sur ça, sur ce basculement entre rationalité et crédulité. Et si nous voulons refonder une société plus juste, alors il y a un vrai travail ici à engager. Cette épidémie n'a fait que renforcer des inégalités et une verticalisation de l'existence. Pour faire simple, qui a gagné le match? Ce sont les GAFAM, les grandes entreprises qui contrôlent une partie de plus en plus importante de notre existence. Bon, moi j'aime bien recevoir des livres par Amazon, mais effectivement, si c'est pour la destruction de toutes les librairies autour, et j'ai fait un acte de salubrité publique en essayant de soutenir à Juvisy notre libraire, notre vendeuse de journaux, parce que effectivement elles étaient dans un aléa total, avec une absence de visibilité qui a mis à mal, comme d'autres, son quotidien. Huitième et avant-dernière proposition, en fait je crois qu'il y a quelque chose qui touche aussi spécifiquement en France et dans les sociétés occidentales plus généralement à ce que j'appellerais le spectre du déclin. Le spectre du déclin. Bon, vous avez bien vu qu'un rééquilibrage se faisait aussi à partir de la Chine, et qu'on a pris conscience ici qu'un petit pays de 67 millions d'habitants, qu'est-ce qu'il pouvait faire par rapport à un pays qui représente plus d'1 milliard d'habitants. Et que, en fait, bon voilà, ce spectre du déclin, certains ont dit, mais enfin, s'il faut vraiment nous protéger, ça va être avec des méthodes plus serrées, quoi, plus fortes, plus autoritaires. Et j'ai été surpris, une de mes chroniques portait là-dessus, sur ce rétrécissement très rapide des libertés publiques en France. Il a fallu, pour prendre les mesures liées à l'état d'urgence sanitaire, quelques jours. Et les contre-pouvoirs, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, les chambres, se sont toutes pliées à une forme d'injonction sans réfléchir à toutes les conséquences de cet État qu'on connaissait déjà par rapport aux menaces terroristes de 2015, mais ce que je crains beaucoup pour les libertés publiques, c'est ce que j'appellerais un effet de cliquet, sur le fait que nous ne pourrons pas revenir en arrière par rapport à une conception de l'existence. Nous n'avons pas encore créé un passeport vaccinal pour tous, mais je crains qu'on nous l'impose. Et donc, tout ce qui touche aux libertés publiques, liberté fondamentale m'importe, notamment, évidemment, la liberté de culte. Voilà. Donc, en fait, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui touche à l'arasement de la diversité de ce que nous sommes, de nos comportements, de nos représentations, et une difficulté aussi à nous projeter dans l'avenir. Claude, tout à l'heure, citait un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Hans Jonas. On le connaît,
par sa théorie des générations futures, du souci des générations futures. Les générations futures, ce n'est pas simplement nos enfants ou nos petits-enfants, c'est ceux que nous ne connaissons pas et qui ne sont pas encore nés et qui peut-être vont subir les préjudices de décisions mal posées que nous sommes en train de prendre et qui pourraient, s'ils étaient vivants, nous reprocher ce que nous sommes en train de faire. Bon. J'arrive à la fin. 9. Je pense en fait que nous sommes dans des déstabilisations qui ne sont pas totalement nouvelles. Nous avons eu une première déstabilisation forte il y a 20 ans, après le 11 septembre, où on a implanté un certain nombre de protocoles, notamment touchant à la lutte contre le terrorisme, qui nous rendent assez fragiles. Bien sûr, le terrorisme et la menace islamiste et autres nous rendent fragiles, mais aussi la protection des libertés publiques a été fragilisée par des modus de coopération internationale, notamment de la police. Nous avons été aussi fragilisés par le krach financier de 2008, qui a fait sombrer un certain nombre de pays qui ont eu du mal à s'en remettre vraiment. On l'a un peu passé par pertes et profits. Ce krach financier, nous sommes passés pas loin de l'abîme. Et puis, dernière de ces crises, quand même pour vous dire aussi que celle de 2015, la crise migratoire, on a vu des gens venir aux portes notamment de l'Europe, mais c'est un phénomène aussi mondial, a été aussi un moment de difficulté et de vérité qui n'est absolument pas résolu. Regardez ce qui se passe à Lesbos ou dans d'autres endroits aux frontières de l'Europe, où des gens continuent tous les jours à vouloir traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Bon, c'est pour aussi élargir un peu le spectre des tensions et des questions que nous avons apportées ensemble. En fait, si on prend une histoire un peu plus longue, on voit que le pacte qui avait été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur les décombres véritablement de cette Seconde Guerre mondiale, est en train de s'effriter et peut-être s'effilocher définitivement. Au moment même où il faudrait repenser notre rapport aux autres, nous avons pris conscience d'un certain nombre de questions, notamment au plan écologique, mais nous ne sommes pas encore dans des transformations suffisantes, dans des modes de compréhension, dans des modes de communication, dans des modes de travailler, de détendre et même de prier qui sont totalement ajustés. Alors, bien entendu, je pense, et ce sera mon 10e point, qu'il faut garder l'espérance, mais pas une espérance béate, une espérance réaliste. Et le travail qu'on a à faire, c'est un travail de rassemblement aujourd'hui. Peut-être d'accord dans le deuil d'un monde qui n'existe plus, d'un monde ancien, mais aussi dans un travail effectif pour réorienter ce que nous sommes, nos pratiques, nos modes de consommation, nos modes de participation. Et l'accélération de ces changements et le choc qui a été provoqué est loin d'être totalement résorbé. Voilà ce que je souhaite, évidemment, comme vous, c'est un avenir personnel et collectif meilleur. Mais je pense que ça ne se fera pas sans la participation effective, la participation de chacun, et surtout de ceux dont nous voulons être proches, de ceux dont nous avons peut-être plus à prendre soin. Voilà. C'est là-dessus que je voudrais terminer mon propos un peu dense, mais je crois qu'il est important de bien voir ce que j'appellerais un spectre de questions qui sont encore devant nous. C'est aussi à cela que je pense cette vigilance éthique voulait correspondre à le projet de ce livre. Merci. Voilà. Merci pour cette réflexion vraiment approfondie sur le sujet. En écoutant tout ça, je me disais, reprenons cette question de la science et puis de parler sans cesse sous couvert du comité scientifique, de ce que disent les scientifiques, etc. Voilà. Et depuis quand même un certain nombre d'années, on avait dénoncé les scientifiques et la science, Oui. et par derrière aussi la raison. On peut dire quand même que depuis Nietzsche,
tous les philosophes qui se réclament de lui en premier et de tous ses successeurs avaient mis à bas le rôle de la raison. Hein. C'est pas pour rien que Ricoeur l'a nommé les philosophes du soupçon. Du soupçon. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de payer un retour de bâton? C'est-à-dire que aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut faire confiance à la science, qu'elle devrait nous éclairer. Mais on ne sait plus trop où on en est finalement, parce qu'on est allé tellement loin dans ce que... Il y a un philosophe hongrois qui a appelé ça la destruction de la raison, les philosophes qui ont détruit la raison. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin? Et là, le retour est difficile, et on voit qu'on est impuissant, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et par derrière cette question, je repensais au rôle de la raison et de la foi, tel qu'il a été mis en place par saint Augustin, saint Thomas, qui avait une vision très précise de la raison comme étant quelque chose de divin, et donc il fallait travailler sans cesse sur la raison, sans jamais lâcher le morceau, si je puis dire. Et donc là, on a perdu pied. Est-ce que... Oui, alors bon, ça dépend où est-ce qu'on fait remonter cette crise. Bon, moi, mon philosophe de prédilection, on pense que ce mouvement dérive depuis la Renaissance. Donc Emmanuel Mounier pensait, dans les années 1930, qu'il fallait refaire la Renaissance. C'est-à-dire que nous sommes dans un déséquilibre fondamental que nous n'avons pas réussi à résorber. Et les dénonciations de son époque étaient faites contre une perte de substance et d'adhésion que lui faisait dans le sillage de quelqu'un comme Péguy, hein, de cette forme de déshumanisation et d'absence finalement de prise en compte du réel, hein, de ce qui parfois nous paraît aussi invisible au premier regard, et sans doute aussi une des révélations de cette crise. Voilà, donc il faut savoir, quand on écoute un certain nombre de discours, ce qui est rendu et ce qui est masqué. Et je pense qu'effectivement, par rapport à une représentation spontanée unifiée de la science, celle-ci a volé en éclats, mais aussi nous étions traversés par des formes d'irrationalisme très puissants dans la société contemporaine, qui ne rendaient pas les choses aussi simples. Voilà. Et on a bien vu aussi qu'il y avait une partition difficile entre un ordre scientifique et un ordre politique, qui ne sont pas adossés aux mêmes légitimité. Et nous continuons effectivement à payer, ou du moins à naviguer entre ces deux polarités, alors que bon, tout ce que j'ai appelé la dimension symbolique, culturelle et autres, méritait aussi une plus grande attention. Hein. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? J'avais demandé aussi à Michel, à Vincent, à Cathy, hein, bon, s'ils avaient un peu quelques réflexions, un peu, peut-être qu'on peut rétablir les micros et puis vous donner prioritairement la parole. Hein. Bon, certains d'entre vous ont lu un peu mon propos. Michel? Ouais. Oui, moi, vous m'entendez là? Oui, oui. Ouais. D'accord. Oui, je rebondirai volontiers sur ce que vient de dire Claude. Concernant la raison et la science. Alors moi je vais dire un petit peu ce que j'ai noté du livre de Jean-François, enfin, tout est intéressant bien entendu, mais j'ai été attentif à ce que tu dis dans la dernière chronique de la première partie, dans la chronique intitulée « Ce que les spécialistes du coronavirus ne savent pas ». Oui. Et donc j'ai trouvé, alors je ne vais pas du tout délivrer la raison, hein, surtout pas moi. J'ai trouvé intéressant la critique que tu fais, Jean-François, de l'idée selon laquelle le savoir scientifique, en l'occurrence celui des médecins, constituerait l'unique forme de savoir sur l'ordre. Et donc la critique aussi que tu fais de l'idée d'une collusion entre le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Et c'est vrai que c'est important. On assiste peut-être, et encore maintenant, dans cette crise, à une instrumentalisation des connaissances médicales par le pouvoir politique. Et donc, je rappelle la notion de biopouvoir chez Michel Foucault, et tu rappelles en même temps qu'il y a un lien entre la vie de l'esprit, donc aussi la raison,
parler de la dimension symbolique, effectivement, c'est-à-dire le fait que nous nous éprouvons d'abord comme des vivants. Et qu'il y a un risque, peut-être un risque de barbarie, tu te réfères à Michel Henry. Oui, philosophe Michel Henry. Un risque de barbarie que finalement notre civilisation technicienne risque de faire peser sur nous. Lorsque justement le savoir médical est confisqué par le pouvoir politique. Et qu'il y a donc une instrumentalisation du savoir à des fins de quadrillage dans la société. Et c'est vrai que c'est un problème fondamental. Hein. Tu parles du risque d'un coup d'État technologique et donc d'une société de surveillance. Autrement dit, les spécialistes du coronavirus ne savent pas ou ne comprennent pas l'importance de la vie vécue, de la vie telle qu'elle s'éprouve de façon immédiate. Et c'est pas du tout pour dénier les droits de la raison, mais justement pour rappeler qu'il y a peut-être un autre savoir sur l'homme que celui que permet l'objectivation des corps. Et du coup, je trouve essentiel ce que tu rappelles quand tu dis que le christianisme n'est pas si mal placé aujourd'hui pour opérer un rééquilibrage justement entre une science qui réduit la vie à un objet sur lequel on peut agir grâce aux techniques, et la vie véritable, la vie, comme tu dis, inobjectivable et mystérieuse, qui contient en elle un rapport à la mort aussi, auquel notre civilisation, sur lequel notre civilisation fait de plus en plus l'impasse. Et j'ai noté comme intéressante aussi la formule dans laquelle tu rappelles l'importance d'un savoir mourir. Donc, il y a là un point qui m'a paru important, et en particulier ce que tu soulignes comme étant fondamental, une réflexion sur le corps, une réflexion sur la chair blessée, et donc du coup sur l'âme aussi, sur la notion d'âme, une réflexion qui manque cruellement aujourd'hui à nos contemporains, en même temps qu'elle est absente aussi souvent du champ de réflexion des philosophes. Donc j'ai été attentif à cet aspect, moi qui m'a paru intéressant. Donc je pourrais continuer, mais je ne veux pas non plus monopoliser la parole, parce que j'imagine qu'il doit y avoir aussi des gens qui ont des choses à dire. Mais enfin, j'ai trouvé cet aspect-là très riche. Merci. Et en tout cas, je pense que la vie vécue, la vie éprouvée, hein, je l'ai particulièrement senti auprès d'un certain nombre de personnes malades ou de personnes en grande fragilité. Hein, c'est quelque chose d'absolument à prendre en charge, à prendre en compte, hein, qui devrait nous permettre en tout cas de sortir d'une approche objectivante, j'ai envie de dire statistique, de la vie. Et indépendamment des problèmes éthiques cruciaux, hein, que certains ont eu à gérer, hein, le simple fait d'avoir à penser, à trier les malades. Rappelez-vous. Vincent peut-être prendre la parole aussi. Vincent Laquet, est-ce que tu as envie de dire, toi, en fonction de ton expérience d'enseignant? Oui, bonjour à tous. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ton ouvrage, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a juste peut-être un ou deux éléments. C'est que même si ça ne fait pas, je crois, l'objet d'une chronique à part entière en tant que telle, dans ton propos apparaît, me semble-t-il, en filigrane, une question de l'éducation. Tu as parlé de la question de la crédulité, de la question de, comment ça s'appelle, des capacités humaines. Et donc se pose quand même une réelle question, et ça a montré aussi une réelle question sur l'éducation qu'on peut offrir à nos jeunes. Et si les médecins, les infirmiers étaient un peu le parent pauvre de l'État, les professeurs, et quelques-uns est bien placés pour le savoir, le sont aussi. Donc est-ce que cette crise ne nous force pas non plus à reposer aussi cette question? Est-ce que nous formons nos étudiants, nos lycéens, nos collégiens à un véritable esprit critique qui pourrait les empêcher d'être crédules, à une véritable culture générale et scientifique qui permettrait d'avoir une distance à l'égard d'un espèce de magma médical parfois assez incompréhensible, etc., etc. C'est une question qui me paraissait intéressante, parce que parmi les fragilités que tu as mentionnées à plusieurs reprises, il y en a une aussi qui est extrêmement grave et dont on parle maintenant depuis quelques semaines, c'est celle de nos étudiants et de nos lycéens. Oui. Pour être dans un lycée, je peux vous jurer que même si on fait tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne, il y a quand même énormément de fragilités.
fragilité aussi qui se crée par ce biais-là. La deuxième petite chose, question que j'aimerais poser, c'est une sorte de mise en perspective. On a beaucoup parlé de liberté publique, on a parlé de beaucoup de risques autoritaires. Comment est-ce qu'on pourrait mettre ces expériences et ces éléments issus du premier confinement avec l'arrivée de la loi de sécurité globale qui pose quand même de gros problèmes de sécurité publique. Je crois même, si je ne me trompe pas, que la CNIL a été saisie par rapport à ça. J'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment pris vraiment les leçons de ces problématiques quand on voit ce type de loi qui arrive avec des risques sur données personnelles, etc., qui sont quand même non négligeables. Et puis, tu parlais de sidération par rapport à l'épidémie. J'ai malheureusement le sentiment que cette sidération n'est toujours pas, comment dirais-je, passée, qu'elle génère toujours une forme de fascination. D'un point de vue purement personnel, j'ai commencé depuis cette année un DU à la Cato sur l'usage du numérique en éducation, et je n'arrête pas d'entendre mes chers collègues me dire que grâce au confinement, nous avons monté en compétences en numérique. Une espèce de fascination, encore une incapacité à réfléchir, à prendre conscience de choses, qui pour le coup, une sidération qui est même quasiment sidérante. Et ça rejoint un peu une espèce de boucle, à nouveau cette question d'éducation, du sens critique à l'égard des règles, des lois, etc. Voilà un des éléments que j'aurais vu. Je pense que de toute façon, ton intervention est bienvenue parce qu'on est en train de se rendre compte du malaise, du très grand malaise qui règne actuellement dans le système éducatif. On ne va pas non plus faire dans le catastrophisme, mais je pense que ça serait faux de prêcher l'angélisme. On est devant une situation qui est critique dans beaucoup de secteurs éducatifs, notamment les universités. Ça me permet de passer la parole à Cathy Leblanc, qui, je pense, le constate aussi à Lille. Merci et merci de m'avoir confié le soin de rédiger la préface de ce magnifique ouvrage, et effectivement qui pose le problème de l'humain. Alors moi je travaille beaucoup sur la déshumanisation et la barbarie à partir de la déportation, donc comme archétype. Et ici j'ai retrouvé à travers ton analyse eh bien, des figures que je connaissais. Et justement, je rebondis sur ce que disait Vincent à propos de la sidération. En travaillant avec Françoise Sironi, qui est experte pour le tribunal pénal international de La Haye, elle disait que les traumatismes des déportés les mettent dans une espèce de sidération qui les empêche de dépasser et puis de pouvoir jouir de la présence. Et donc le récit, tu as parlé du récit, la construction d'un récit vient permettre d'y voir clair et puis de rationaliser et de reprendre des repères. Et c'est quelque chose qui est vraiment très difficile parce que la peur se substitue à la rationalité et aussi à la familiarité que nous avons du monde. C'est un petit peu comme si elle nous mettait à l'écart du monde et des autres surtout. Et on voit ça, donc effectivement le malaise étudiant est vraiment très très important, et j'ai pris à son insu une photo d'un visage d'une étudiante qui était à mes cours en visioconférence, et je commence toujours par leur demander si ça va, et tous me répondent ça va, parce qu'on a des instructions à l'université et on nous dit, bon voilà, si ça ne va pas, vous donnez, vous renvoyez vers les psychologues. Mais c'est pas de ça dont ont besoin les étudiants, c'est de l'autre, c'est de la présence, c'est de la vie en tant qu'elle doit être vécue dans son caractère le plus charnel aussi. Et donc tout ceci, on le retrouve dans ton analyse. Et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié également le fait, il y a ce côté pratique qui vient nous interpeller, qui va nous donner des directions pour pouvoir agir dans notre démocratie qui est classée démocratie défaillante par The Economist, ça il faut pas l'oublier. C'est, je crois hier ou avant-hier, la France est classée 160e pays devant de justesse les États-Unis et le Portugal en raison
des mesures sanitaires. Donc voilà, il y a un repli global de la notion de démocratie. Et donc, il y a cet aspect pratique dans ton livre et dans ta parole, mais il y a aussi un aspect extrêmement documenté et extrêmement référencé qu'on apprécie et qui mérite que l'on s'arrête sur chacun des textes, qu'on les médite et qu'on aille. C'est un bon livre aussi pour les étudiants, pour eux aller relire leurs classiques ou découvrir des personnes. Tu cites notamment Martha Nussbaum, dont tu expliques bien, qu'il y a quelque chose comme une contradiction entre le fait qu'on demande à tout le monde de se masquer désormais, alors qu'il y a quelques mois et quelques années, bien, le voile a commencé à constituer un délit. Et ça avait été répertorié par Martha Nussbaum, qui est une grande philosophe américaine qui fait suite à Paul Ricoeur à Chicago, et qui est une philosophe que j'utilise aussi dans mes conférences à l'École nationale de la magistrature, puisqu'elle dit aux juristes que pour se former, pour former le jugement, et ça rejoint également la question de la pédagogie, pour former le jugement, eh bien, il ne faut pas lire des choses scientifiques tout le temps, il ne faut pas lire des revues de droit tout le temps, il faut lire de la poésie. Et c'est peut-être la poésie qui nous manque dans ce monde et qui nous rendrait un petit peu d'âme et qui rendrait un petit peu d'âme à nos pauvres étudiants. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ton livre, mais je vais laisser la parole pour que tout le monde puisse... Voilà, que certains puissent s'exprimer. On a des gens qui viennent de loin, donc Juliane et puis Viviana, quand même. Bon, vous êtes dans d'autres contextes, hein, vous avez peut-être vécu très différemment aussi cette crise. Est-ce que Viviana ou Juliane, vous voulez prendre la parole si on rétablit les micros? Micro. Voilà. Moi, je peux dire quelques mots. Je me reconnais dans ton analyse qui je me suis confronté ici en Roumanie. Bien sûr que la même problématique, c'est le fait que cet aspect est revenu plusieurs fois montre bien que c'est une préoccupation. Le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de maître à penser. Et ce refuge dans l'irrationalité, dans des formes de comportement irrationnel, peut-être montre l'absence de maître à penser. Le fait que la raison a défailli, nous opérer pour une définition juste. Et moi, c'est une chose, pour moi, la sidération, elle est là. Comme être rationnel, est-ce que c'est une réalité ou bien ailleurs? Ça me fait un petit peu. De voir même des gens, même des médecins en Roumanie, par exemple, il y a un cas de médecins et d'infirmiers qui refusent le vaccin sous prétexte de théories un peu conspirationnistes. Donc des gens qui ont fait la médecine, qui savent ce milieu-là, et pourtant des choses un peu qui ne sont pas rassurantes. Donc il nous faut encore réfléchir et lire un peu de la poésie. Merci. Viviana, est-ce que de ton côté... Je n'ai pas lu ton livre. Ah, ben tu vas le lire bientôt, je vais te l'envoyer. Est-ce que Viviana veut prendre la parole? Nous ouvrons les micros. Il faut mettre en marche le micro. Ah, non. Bon, prochaine fois. Peut-être... Oui. Viviana, vous pouvez réactiver votre micro. Vous baladez la souris sur l'écran. En bas, il y a activation du son.
Ah, elle n'a pas de microphone, dit-elle dans le chat. Ah, d'accord. Bon, ok. Ah, La bon. prochaine fois. Alors ça sera la prochaine fois. Peut-être qu'on peut réouvrir les micros et puis que les gens qui veulent parler peuvent s'exprimer. Hein. La discussion est libre. Hein. Hmm. Il y a plusieurs soignants quand même. Ça serait bien qu'on entende un peu le point de vue des soignants. Odile. Antoinette, Odile, Elisabeth. Allez Elisabeth, il faut ouvrir le micro. Hein. Bonsoir. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ton livre, Oui. mais vu l'exposition que tu nous as fait, je me reconnais dans plusieurs aspects. Mhm. C'est surtout dans l'aspect de manque de cohérence Mhm. que nous vivons vraiment au quotidien. Parce que juste avant les fêtes, là, je travaille dans le service qui était Covid. Les patients ainsi que les collègues on est passé de confinement à isolement total avec toutes les protections qu'il fallait. Et maintenant, nous sommes au vaccin. Mhm. Et là où je me suis sentie vraiment touchée, c'est quand tu as parlé de 15 minutes. Oui. On l'a fait il y a 3 semaines, on va recommencer lundi. J'avais l'impression qu'on a mené les gens à l'abattoir. Ce n'est pas dur, on les a alignés, mais humainement, c'est effrayant. On les a alignés, on faisait la culture, on mettait le sparadrap et puis on les mettait de côté, une semaine, il y avait bien un lit avec tout ce qu'il faut pour réaligner, s'il fallait. Et ainsi de suite, il y a 50 personnes qui sont passées comme ça. Et ce qui était encore 2 fois plus effrayant, qui est incompréhensible, nous avons un médecin coordinateur qui pouvait vacciner toutes les personnes de l'EHPAD. Il a fallu qu'on amène les médecins de ville qui ont tenu à vacciner leurs patients pour de l'argent. Ça, c'est le deuxième point qui nous a vraiment sauté en tant que soignants. Et en plus, devant les patients, les médecins se disputaient. Encore un autre point, et à côté de ça, on a des cadres devant les manques de cohérence qui sont débordés, qui n'ont plus le temps d'écouter les doléances des soignants. Et je vois cette semaine, depuis lundi, la situation s'aggrave, que ce soit pour les visites, les vaccins planifiés pour le deuxième tour. Et ma question est de savoir, mais on va où? Qu'est-ce Oula. qu'on va devenir? C'est des questions qu'on se pose tous les jours en tant que soignant. On nous a mis des psychologues à disposition qui sont aussi mal que nous, qu'ils ne nous aident pas plus dans cette situation. Et donc on rentre avec nos frustrations et le lendemain on recommence. Et on déplore de plus en plus des arrêts maladie, qui sont des causes musculaires, qui tombent au mal de dos, des états dépressifs. Et quand j'attends nos dirigeants, je ne vois pas du tout où on va. Et ça me pose de plus en plus de problèmes. J'en passe, parce que je vais laisser la Oui, parole à d'autres, mais en tout cas merci parce qu'on est très sensible à ce qui se passe dans un certain nombre de lieux clos. Hein, bon, il y a aussi Christine qui a aussi une expérience dans le monde de la prison, mais peut-être d'autres veulent prendre la parole. Antoinette aussi qui vit un peu des mêmes des réalités, des difficultés d'approche d'un certain nombre de lieux.
Oui, mais bon, moi je suis en tant qu'aumônière dans les milieux publics et c'est hyper compliqué pour pouvoir intégrer, rentrer. J'interviens sur l'EHPAD où Elisabeth travaille, qui a été complètement clos et fermé jusqu'à maintenant. Et vraiment pour essayer de répondre aux demandes des familles, où on est obligé, je suis obligée de garder du lien avec les malades par un courrier hebdomadaire pour pouvoir leur faire signe qu'on ne les abandonne pas, pour leur dire qu'on est là. Et sur la fin de ce courrier, alors c'est un courrier relativement simple, avec une prière, avec une image, pour essayer de leur garder ce lien spirituel. Et je signale dessus que s'ils veulent notre présence, il faut absolument qu'ils fassent la demande au monde soignant et qu'ils me fassent appeler. Mais c'est hyper compliqué, ils sont tellement perdus, désorientés, déstabilisés par cette situation que même si j'essaie de les appeler au téléphone, c'est à ne pas se comprendre, quoi. C'est un dialogue de sourds. Et c'est vraiment frustrant. Très frustrant. Donc, je me sens très impuissante, même si ça m'appartient pas, même si on peut pas, on cherche pas à obtenir quelque chose. Mais la déshumanisation est à la porte. Et avant l'humain. Et ça, c'est difficile à vivre, je trouve. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment aujourd'hui on peut faire le choix de la vie, de privilégier la vie, faire croître, de protéger la vie. Je crois que c'est les responsabilités personnelles et collectives qui aussi sont ici en question. Est-ce que l'un ou l'autre veut s'exprimer là-dessus? William. Oui, William, il a une question, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Bah, tu es loin, donc tu n'es pas directement dans la Val de Seine en ce moment. Donc, je suis pas en EHPAD non plus, pas encore. Il y a le temps, Mais je peux demander, est-ce que toute cette peur, tout ça, tu dis, ils ont une grande frayeur. Oui. Est-ce que c'est pas lié au fait que notre société, elle soit, entre guillemets, déspiritualisée? Est-ce que si elle était plus tournée vers le spirituel, vers le christianisme, est-ce qu'on aurait eu moins peur, peut-être? Est-ce que c'est pas lié à comme tu disais tout à l'heure, une espèce de triomphe de la science, une espèce de confiance abusée, abusive même, on pourrait dire, on le voit bien. Parce que si c'était vraiment une épidémie qui avait fait 4 ou 5 millions de morts, qu'est-ce qui serait advenu alors parce qu'on voit que si elle avait dû les faire, elle les aurait fait. Je veux dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Est-ce que la spiritualité peut aider à surmonter la peur, le vide créé et laissé derrière ceux qui croient que la science aura raison de ça? Je sens ici que certains voulaient réagir, notamment Steve. Oui, finalement, j'avais la même lecture que William. Claude l'a effleuré tout au début, l'articulation foi et raison. Est-ce que les Covid-19, ce n'est pas une occasion de nous apprendre notre fragilité, notre puissance? Vous avez vu, on a essayé de mettre tous les moyens politiques, matériels, techniques, scientifiques, rationnels. Ben, on n'y est pas encore, on ne sait pas encore demain c'est quoi. C'est Covid-19, ce n'est pas encore fini, maintenant c'est Covid-20 ou variante britannique qui continue. Donc on y va, peut-être ça devait être aussi une occasion de vraiment comprendre, ils y ont peur,
Et puis ils se retournèrent vers celui qui leur a donné le courage, qui les a chassés de la mort. Ce n'est pas une occasion aussi de se confier. Parce que je suis d'accord que l'auto-organisation, comme vous le soutenez dans votre thèse 3 là, de tout à l'heure, a protégé les gens, sauvé les gens. Mais je crois qu'il y a eu aussi des moments de prière intenses pendant aussi ce temps. Et c'était un moment aussi de déconfinement, entre guillemets, entre personnes. Et ça a donné un soulagement, même pour ceux qui étaient psychologiquement ou socialement vraiment sans chaleur humaine. Mais ce moment de prière, c'était aussi une occasion de refaire la vie, et puis voilà, de se confier un peu. Est-ce que ce n'est pas... On doit continuer à être athée. Vous avez parlé du théologien de la crise. Ce n'est pas vraiment une occasion pour nous aussi de nous poser cette question-là, du retour vers la foi, parce qu'elle sauve aussi, parce qu'elle peut aussi consoler, quoi. Donc, on ne met pas on néglige pas le travail que l'homme doit faire, que le scientifique doit faire, mais aussi quand on est impuissant, quand on assiste vraiment de façon dépourvue devant une situation qui nous dépasse, peut-être, c'est une occasion de se dire, mais alors, levons le main vers l'auteur peut-être de toute vie, les médecins. En tout cas, bon, des gens étaient très créatifs hein, pendant ce confinement pour organiser. Bon, il y a aussi dans notre groupe ce soir Mine, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, parce que sur les réseaux sociaux, ou Pio, on vous a vu beaucoup pendant le confinement, donc on a aussi créé de nouveaux liens. Hein. Mine, tu veux dire quelque chose ? J'ai la chance de vivre le confinement en étant avec les gens, en direct, en présentiel, et non pas que par internet, dans une vidéo. Donc je continue à aller dans les lycées, au lycée pour parler aux jeunes, pour rencontrer les jeunes. Cet après-midi encore, je suis allé voir et j'ai posé des questions sur ce que nous vivons pendant ce temps. Donc, les jeunes, ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de jeunes, au contraire à ce que nous pensons, qui s'adaptent rapidement à des difficultés que nous avons. Malgré tout, donc, je leur ai dit quand même, vous ne méritez pas ça. J'ai demandé comment vous vivez, ils ont dit ça va, et on est habitué maintenant à porter les masques. Et puis, il y a des fois, une fois j'ai rencontré un groupe de jeunes, et c'était la première fois une fille voit ses amis en plein visage. Parce que ce moment-là, ils mangent, quoi. Ils enlèvent le masque. Ah, toi! C'est magnifique. Je n'ai pas pensé aussi bon, quoi. Donc ça me questionne quand même l'importance du visage, l'importance du contact, l'importance de l'écoute. Voilà, donc et c'est ce que je pense, hein, si on peut reparler, de travailler un petit peu sur la question de la présence, je sais pas. Mais... Du visage. Hein, le père Lucas évoquait le philosophe Lévinas, bien sûr. Pio, toi qui rencontres aussi des gens, qui a animé pas mal de choses, est-ce que tu veux dire un mot? Peut-être pour conclure aussi, parce que je vois que le temps avance. Hein. Merci beaucoup. Oui, en tout cas, pendant le premier confinement, surtout, moi je constate qu'il y a beaucoup de gens qui rejoignent les réseaux sociaux. Oui. Et du coup, même la paroisse de Juvisy et même à Tismos, avec le père Séraphin, le père Sylvain, on a ouvert un site pour la paroisse pour garder les paroissiens, parce qu'il faut savoir que pendant le confinement, les gens cherchent quelque chose pour suivre quelque chose. Et si on ne crée pas quelque chose, si on n'a pas quelque chose à leur
téléphoner, à leur montrer. Ils parlent dans tous les sens. Et on a réussi quand même, à mon avis, et jusqu'à maintenant, le Père Séraphin est toujours sur les réseaux sociaux pour continuer. Ce que je constate aussi, c'est que avec les réseaux sociaux, il faut garder, par exemple, les publics qui vous suivent, parce que même sur Facebook, ce que je connais mieux, si vous publiez quelque chose aujourd'hui et vous arrêtez, vous attendez 3 ou 4 jours, alors ça diminue déjà quelque chose, parce que Facebook préconise aussi ceux qui publient régulièrement, et ne fût-ce que poster quelque chose, ça compte beaucoup pour garder les gens qui vous suivent en faisant de l'évangélisation, du clip, ou quelque chose comme ça. Et c'est très très intéressant pendant le confinement, ce que j'ai constaté. Et bon, voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Merci. Merci. On va clore cette soirée. Je voudrais remercier